le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteurs de bonnes histoires. Et cette semaine, on a un raconteur d'histoires incroyables par la personne de Jamil Le Schlag. Bonjour Jamil. Bonjour David. Salut. Bonjour à tous. Bonjour, et on est accompagné de Joe qui nous vient de Suisse. Oui, bonjour. Qui ne pas hésiter à intervenir en tant que quarterback pour nous soutenir. N'hésite pas à intervenir quand tu veux. Ça marche. T'es là avec nous et on va commencer tout de suite ce podcast un peu pour te présenter. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Jamil Le Schlag. Bien entendu, c'est mon nom de scène. Et j'ai 38 ans. Je suis humoriste depuis à peu près 2013-2014. Ouais, donc ça fait 7-8 ans maintenant. Et je suis aussi chroniqueur radio à côté. Chroniqueur radio sur France Inter. Sur France Inter maintenant, et à la base sur Radio Nova pendant 3 ans. D'accord. Et t'as aussi un spectacle. Et j'ai un spectacle extrêmement drôle. Premier round. Qui s'appelle Premier Round, où vous êtes venu d'ailleurs. C'est ça. C'était quand il y a un mois. C'est vrai qu'on a vu à l'Apollo, mais il y a aussi une tournée dans la France. Tournée, le Schlag Tour. C'est quoi les villes que tu vas faire là un peu ? Là, la prochaine ville, c'est Montpellier. Ensuite, il y a un peu partout. Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Bruxelles, Genève, La Grenoble. Suisse. Oui. T'es de Suisse alors du coup. De Lausanne. Lausanne, ouais. Ah, pas Lausanne par contre, je vais à Genève. Ouais. À la Madeleine. Ah oui, Le ok. théâtre de la Madeleine avec Lénine. Et je sais pas si les promoteurs locaux là-bas, Lénine, non? Je les connais pas. Ok. Ça va? Il s'appelle Lénine. Ouais, Lénine comme. C'est chaud. On lui passe Lénine, le bonjour quoi. d'ailleurs s'il Oui. nous écoute. Ouais, C'est comme. qui Lénine, tu peux nous en parler? En fait, son père était un fan de Lénine. Tu vois? Et Ouais, du coup, ouais, il l'a d'accord. appelé Lénine. D'accord, c'est un marxiste. Et ouais, c'était un peu extrême gauche, quoi. C'était l'époque, je pense qu'il voulait ça aussi. Hein, D'accord. il y a un peu moins de buzz maintenant autour de. Ouais, je vois pas un daron maintenant appeler son fils Mélange, tu vois. C'est vrai que ça marche. Ou Jean-Luc. Ou Jean-Luc, ouais. C'est vrai que Jean-Luc, il y a quand même un. Ah ouais, tu penses ? Ouais, parce que Jean-Luc, c'est un prénom classique, on va Ouais. dire. Mais Lénine. Ouais, Lénine, heureusement qu'il n'était pas fan de Staline. Ouais. Non, mais tu vois, c'est chaud quand même. D'accord. Mais on lui passe le bonjour si. Big up à Lénine. Bonjour, Big up Lénine. à Lénine. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite anecdote. J'ai vu qu'apparemment, tu étais au spectacle de Dave Chappelle. Ouais. Qui était. Alors, toi, tu l'as vu à l'Apollo. Je l'ai vu à l'Apollo. Parce qu'il a fait l'Apollo et le Trianon. Ouais, et donc, comment c'était alors le Dave Chappelle en vrai ? C'était, comment dirais-je, c'était fatigant. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, Parce qu'en explique. fait, au début, il parle en anglais, mais un anglais que tu peux comprendre. Et à un moment donné, au fur et à mesure, tu es tellement concentré que du coup, tu loupes des trucs. Donc moi, j'étais venu avec mon co-auteur Mounir. Je sais pas si tu te souviens de lui, tu l'as Oui. déjà vu. Donc Mounir Soussi, qu'on salue. Et du coup, régulièrement, je me retournais vers lui. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est vrai que c'était en termes de comment dire. Ouais, il est marrant quoi en fait lui. Dave Chappelle. Attends, Non, il est juste marrant ou... Non, mais tu peux faire ce que Comment tu veux. Il arrive, Ouais. c'est marrant déjà. Et les premières parties, surtout alors j'ai oublié son nom. Le grand chauve. Ouais, Jeff Ross. Jeff Ross. Ouais. Putain, il est marrant. Et la meuf aussi, Parce Michelle que Wolf. je l'ai vu aussi au Trianon. Elle, Ah, c'est tu l'as Michelle vu Wolf, ouais. Ouais, c'était Apollo. marrant. Mais elle Ouais. j'avoue, je comprenais pas tout parce qu'elle parlait très vite. Ouais, c'est ça. Mais l'autre là, Jeff. Ouais, il est génial. tu vois, ouais, C'est un- il est marrant, hein. C'est Un un- routier en fait. Ouais, lui, Je- c'est un roi du roast, quoi. Il est connu pour ça. Et, Ouais, mais du coup, il faisait monter les gens sur scène et tout. Ça, Il exactement. les vannait, c'était marrant. Mais surtout, il y avait Mos Def et Talib Kweli donc le groupe Black Star qui s'est reformé pour l'occasion, et qui ont fait 30 minutes. Je m'en rappellerai longtemps. Ça Ouais, te tu parle. Ouais, j'aimais bien. On va en parler un peu. C'est-à-dire que tu les écoutais avant, Je les écoutais dans les années 90. quand j'étais un peu plus jeune, comme plein d'autres, quoi, tu vois. Mais c'est Mos Def. Moi, c'était surtout Mos Def que j'aimais Pas bien. autant que plein d'autres, parce que c'était d'une génération des années 90. Oui. Le Peura, à cette époque-là, c'était pas hyper accessible, quoi, tu vois. Attends, les années 90, c'est là où ça a commencé, on va Ouais. dire un peu, quoi. Et c'était l'époque des, tu vois, 96, là, tout ça, là.
Oui, il y a eu un peu 95, La haine, 87. Snoop Dogg, moi je. oui, d'accord, les côté américain, donc c'était- EPMD. Ouais, voilà, toute cette d'accord. génération, c'est mes grands frères en fait qui m'ont mis dedans. D'accord. Voilà, Et- l'apogée du label Death Row Records. Death Row. Ouais, c'était Legal bien. Tupac, Attitude. Biggie. Ouais, voilà, franchement, Ouais, c'était ouais. quand même bien. Ça Oui. veut pas dire que le rap maintenant c'est nul, mais quand même c'est nul, non? Tu vois? Bah, ça, on va en parler après de Non, non, rap mais et je ton- rigole. ton- On va ton- revenir là-dessus. Ouais. ton appétence pour le hip-hop notamment, parce que t'es pas que fan de hip-hop. Ouais, j'aime Et, bien. Je préfère juste la pour- funk. Tu préfères la funk, ouais. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est le côté un peu du mec qui vient pas très loin de Lyon, parce que je sais que vers Lyon, Ouais. gros, ça, Il est gros. ils sont très fans de funk. Ouais, System non, Flatrick. Surtout, Ouais, voilà, ouais, c'est vrai qu'ils aiment bien la funk un aussi. peu rebeu mais- aussi, parce que bon, voilà, c'est culturel. Ouais, tous les rebeux qui c'est font une la funk. musique Ouais. d'arabe quand même, la Je connais pas un funk. rebeu Je sais qui pas peut pas pourquoi la kiffon, d'ailleurs. hein, c'est rare. Ouais, hein. c'est vrai. Ouais, parce que je pense qu'ils se sont identifiés, c'est les anciens, c'est la génération un peu IAM et tout là. Akhenaton, là, cette génération, donc 66, 67 jusqu'à 72, 73, c'est toute une génération, ils n'avaient pas de représentation en fait. Mm. Et je pense qu'ils se sont identifiés aux chanteurs de funk qui, si tu regardes bien, tu vois, ils ont des frisettes, tu Ouais. vois, ils sont un peu bronzés, on dirait des Arabes de Gare du Nord, tu vois. Donc je pense qu'ils sont, avec leur cuir et tout, je pense qu'ils se sont identifiés un peu à ces chanteurs de funk. Et alors, juste pour revenir sur Dave Chappelle, comment ça représente quoi pour toi, cet humoriste? Est-ce que Non, je te dis la vérité, j'aime bien, mais je suis pas un expert en stand-up américain. c'est ça, donc tu regardes pas dès qu'il y a un special qui sort sur Netflix. Non, je connais pas trop. euh, Je connais pas trop. En vrai, C'était- j'aime bien Bill Burr. D'accord. Ouais. Tu vois, que je connais, les gros, quoi. Chris Rock, Louis C.K., Dave Chappelle. Mais c'est vrai que je suis pas... Ouais, t'es pas un geek du stand-up. Non. Mais j'aime bien Jérôme Commander, tu vois. Oui. Par exemple, ça n'a rien à voir. Oui. Tu vois, mais... Ouais, c'est ça, parce que toi, t'es en plus France, il y a aussi des gars marrants, je trouve. Tu vois, il y a même pas des filles, parce que tu m'avais parlé de Chantal là-dessous. Chantal Latsou, ouais. Chantal Latsou, bien sûr. Oh, putain, l'ancienne. Ouais. Bah, Chantal Latsou, présence, comment dire, elle a une voix tellement particulière qu'elle peut dire n'importe quoi. C'est de toute façon marrant, quoi. Tu vois, moi, elle me fait rire. Tout le monde se moque de moi dès que je dis, parce que c'est pas hype. Oui. Tu vois, Chantal Latsou. Sur Dave Chappelle, il y avait une actu récente, c'est Yep. qu'il a eu des soucis par rapport à son sketch qu'il a fait sur. Oui, Ouais, il a transsexuel. Sur les des grandes transgenres. polémiques, ouais. Ouais, j'ai regardé le spectacle. Moi, j'avais vu un spectacle de Dave. J'ai vu genre 2-3 spectacles de lui. Il y a longtemps, la Killing. Killing Them Softly. Voilà. Ouais. Trop marrant, Celui vraiment. qu'il a fait début 2000. Ouais, Voilà. c'était vraiment trop marrant, franchement. Là, ça me fait un peu moins rire maintenant, pour être honnête. Ça me fait quand même beaucoup rire. Ouais, j'ai vu aussi le spectacle sur les trans. Le dernier. Ouais, sur les transgenres un peu là. En C'est fait, ça. il en parle dans le spectacle. Il c'est en pas parle que longtemps ça, quand même, mais ouais. C'est un gros bout, quoi. C'est un gros bout, mais malheureusement c'est un bout où il parle juste. Tu vois, Ouais. c'est C'est plus du storytelling, quoi. Il est moins dans le. Ouais, tu vois, j'ai vu Paper Tiger Ouais. de Bill Burr. Tu vois, 1h10. Celui qui est en noir et blanc, là. Qui est... Non, c'est l'autre. D'accord. Moi, je pensais à celui en noir et blanc. Mais celui-là aussi, il est très. D'accord. Genre, tout le long, c'est hyper Oui. marrant, quoi. Et- Tu vois, moi, c'est ça que. C'est la voix j'aime. aussi. C'est pareil, il a une voix un peu spéciale. Ouais, il a une voix marrante, Ouais, quoi. Comment il raconte des vannes en gueulant presque. Et c'est ça, en fait. Parce que l'humour, c'est d'abord. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'abord. Tu vois, Angel, par exemple, c'est vrai qu'il parle. T'as un peu envie de rire déjà. Mhm. Tu vois. En fait, toi, tu t'intéresses. La voix fait partie pour toi des choses qui t'intéressent chez l'humoriste. Ouais, c'est vachement important. Mais c'est très intéressant parce qu'on dit souvent que ce qui t'inspire chez les autres, c'est parce que quelque part t'as cette lumière en toi aussi, tu vois. Faire une sorte de petite Ouais. petite analyse spirituelle, mais Ouais, vas-y. je trouve intéressant que tu t'intéresses aux sonorités alors que toi, justement, ce qui est super frappant, c'est ta manière de t'exprimer, les sonorités, Ouais. t'as une musique c'est toujours inattendu, ta manière de C'est faire les intonations. C'est donc, génial ce que tu viens de dire, voilà. je trouve. Et Et un flow de merci, Jamie c'est un vrai compliment ça, parce que la musicalité enfin le flow quoi. Oui. C'est en fait ce qui fait que, enfin moi hein, personnellement, ce qui m'amuse, ce qui me fait rire quoi. Tu vois, tu vas dire une phrase avec un flow, tu vas la dire avec un autre flow, tu peux passer de bide à rire quoi. Ouais, Tu exactement. vois, enfin moi Non, mais c'est ça, c'est vrai que même une blague, si tu la racontes, la façon de la raconter. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'on aime bien tout le monde aime bien Lucchini. Ouais, parce qu'il fait tout du le monde- Lucchini. Oui, parce qu'il a sa une- diction, Il a une musique en fait Mhm. quand il parle. Je suis nul en imitation, mais il a une musique en fait qui fait que ça nous fait rire quoi, je pense. Hein. On dirait presque un rappeur un peu. C'est-à-dire quand tu l'écoutes, il a un flow, Ouais, il ouais. envoie des punchlines, il y a des bonnes chutes.
Et c'est pour ça aussi qu'on aime certains chanteurs, certains rappeurs ou certains chanteurs de manière générale, parce que tu prends Jacques Brel, c'est pareil, quoi, un peu. Il a une musique et une façon d'articuler tu vois, qui fait que... Surtout en live, quand tu vois les spectacles où tu le vois chanter sur scène, où là, tu vois tout, la sueur, la transpiration, l'émotion, il envoie. Ouais, ses concerts, lui, James Brown, tout ça, c'est vrai qu'ils sont dans... Parce que moi, j'avais vu Jacques Brel à l'Olympia, c'était quand même quelque chose. Ouais, t'avais 2 ans à l'époque, c'est ça? T'étais pas vieux. Alors, on va parler un peu de ta biographie. Parce que t'es Jamil Le Schlag. Ma vie, mon œuvre. Ta vie, ton œuvre. Avant le Schlag, c'est-à-dire avant que t'arrives au Schlag. Jamil Le Schlag Begins. Voilà, ouais. Donc, t'es né à Vichy. Vichy en 83. Dans l'Allier. 02. 03. 03, pardon. Respecte les règles. Ah oui, 02 c'est l'un et 03 c'est l'un. Non, 01 c'est l'un, 02 je sais jamais, et 03 c'est l'Allier. Donc c'est 03. C'est l'Aisne, je crois. Ah oui. Ouais, je sais pas. Ouais, je connais pas tous les départements, désolé pour les auditeurs. L'Ain, l'Aisne et après, Donc, né à Vichy, c'était famille de 6 enfants. Ouais, on était 6 enfants, mais on était plus à la maison parce que j'avais une sœur qui avait 3 filles et on vivait tous ensemble. Donc ça faisait 11 en tout. Ouais. Et toi, t'es moi, je suis le dernier. T'es le petit dernier. Ouais, je suis le dernier, chouchou. Ouais, c'est vrai. Ça dépend par qui. Par ma mère. Ouais. Bien sûr, toujours. C'est normal, ça me semble évident. Mais pas par les grands frères. Ah ouais. Du coup, ça crée quand même un équilibre parce que si t'es le chouchou, après t'es là, t'es un petit prince, quoi, tu vois. Mais ce qui était cool. À l'époque, je disais pas ça, mais quand t'as plusieurs grands frères, du coup, ça crée un équilibre entre le chouchou et le souffre-douleur. D'un de mes frères, notamment. Ah ouais, il y a toujours un souffre-douleur dans les familles nombreuses. Oui, c'est toujours souvent le dernier, quoi, tu vois, d'ailleurs, en vrai. Ah ouais. Il y a toujours les grands frères qui sont là. Et maintenant, tu t'entends bien avec lui? Ah oui. Mais même avant, on s'est toujours bien entendu. La famille, c'est quelque chose de... quand t'es hyper nombreux, en fait, on dirait, tu vois, par rapport aux familles que je vois maintenant où il y a que 2 enfants, on dirait ils ont tendance à chamailler, mais quand on était plein, c'est peut-être l'époque, j'en sais rien, mais qui voulait ça, mais tout le monde, tu vois, s'entendait bien, quoi. Il y avait une bonne ambiance. Ah, c'était une époque bénie, putain. C'est vrai. Et c'était comment dans l'enfance à Vichy? Ouais, c'était cool, j'ai envie de te dire. C'était une petite ville, c'est vraiment la France, quoi. C'est une petite ville de province, Vichy. Il doit avoir 80 000 habitants. C'est une ville, on va dire, petite moyenne, avec 2-3 quartiers, tu vois. Donc, nous, on habitait dans un quartier, donc Les Ailes. C'était génial, C'était vachement mélangé, je me rappelle. Tu vois, il y avait un peu de tout. Il y avait des Portugais, des Italiens, enfin des Guinéens. Il y avait de tout et il y avait une super ambiance, quoi. Et ton daron, il s'est retrouvé comment à Vichy, en fait? Pourquoi il y avait un taf Alors, en fait, on est originaire donc de Marrakech et mon père est venu à la base à Marseille pour travailler dans la maçonnerie. Il était maçon et il y avait trop d'Arabes. Enfin, c'est ce que lui dit, quoi. Tu vois, il dit ouais, mais attends, moi je vais en France, c'est pour voir un peu des blancs, quoi. Et en fait, il est Marseille, trop d'Arabes, Lyon. Même problème, Saint-Étienne, même problème, et après il y a un pote à lui qui lui a dit ouais, je connais une ville, il y a que des blancs, Vichy, tu vois, et du coup il est atterri comme ça à Vichy. Donc enfance à Vichy, c'est passé comment? C'est quoi tes premiers souvenirs d'humour? C'est comment? Enfin, c'est quoi? Ça vient de la famille? Ah ouais, c'est la famille en fait, vu qu'on est assez nombreux, vu qu'on était 11, tu vois, on avait une ambiance, comment dirais-je? Faut parler fort. Ah, faut parler plus fort. Non, je veux dire, l'ambiance familiale, faut parler fort. Faut parler fort et surtout il y avait une culture, on va dire, vu que nous on est originaire donc du sud du Maroc, il y a une culture un peu de je te raconte des histoires en fait. Et donc on regardait pas trop la télé, on était plus dans le c'est un plateau d'humour. Tu vois le plateau d'humour de Soropanam, en fait. Voilà, bon, c'était les plus vieux qui racontaient, nous on écoutait plus, moi j'écoutais beaucoup vu que j'étais le dernier. Puis un jour, j'ai pris possession des lieux, quoi. Mais c'est vrai qu'à la base, t'écoutes, parce que c'est des histoires, je te jure, c'est incroyable, quoi. Les histoires des anciens, quoi. Si tu demandes à n'importe quelle personne de plus de 70, 70 ans qui te raconte ses souvenirs, mais c'est fascinant. Mais c'était raconté en arabe ou c'était à l'époque? En arabe, toujours le respect de la langue d'origine et ouais, c'était en arabe. Parce que cet humour-là, l'humour de là-bas, tu t'en souviens un petit peu de... L'humour marocain, tu veux dire? L'humour marocain du Maroc, non.
parce que j'y allais l'été, c'est tout. J'ai jamais vécu là-bas, mais... Enfin, je veux dire, l'humour du coin, c'est-à-dire de ceux qui sont de là-bas, comment ils font des vannes, est-ce que t'avais déjà remarqué qu'il y avait une façon de... Non, pas plus que ça. Tu vois, quand j'allais au Maroc, tu veux dire Ouais, non, pas plus que ça. À force d'écouter, tu vois, de plein de trucs. Non, en fait, c'était un humour familial, en fait. D'accord. Tu vois, c'était surtout lié à ça, quoi. C'est eux qui faisaient rire, quoi. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué en particulier dans toutes ces histoires? Ouais, j'ai un souvenir particulier, c'était pendant le Ramadan, c'était le soir. Enfin, le matin, tu sais, le matin, les gens doivent manger avant le... Alors, Joe, on va t'expliquer. Ouais. Oui, je connais. Tu connais les musulmans, Oui. ils doivent manger 2-3 heures avant le début du jeûne. D'accord. Okay. Voilà. Merci. Donc, en gros, voilà. Auquel tu savais pas. Et moi, je dormais, j'avais 5-6 ans, et j'étais réveillé par... parce que je faisais pas le Ramadan, à 5-6 ans, j'étais quand même un enfant, et j'étais réveillé par les rires, tu vois, et je me rappelle venir comme ça, tout le monde... Et j'ai pas de souvenirs précis, tu vois, mais c'est les premiers souvenirs de la life, tu vois, où je suis tout petit, et tout le monde rigole, tout le monde est à table, et tout le monde est content, quoi. Tout le monde est content, putain. C'est magnifique. C'est ça qui nous manque, je te jure, hein. Bon, après, on va déborder sur un autre sujet. Non, mais tu peux y aller. pas de souci. Non, mais c'est vrai, on n'était pas on n'était pas pauvres, on était, je dirais, modeste, mais on était content, quoi. On était content. J'ai le souvenir, moi, et que tout le monde était content. Quand je sortais de chez moi, j'allais à l'école en primaire. Je sais pas, c'est peut-être mon regard d'enfant, mais j'ai l'impression que tout le monde était content, que tout le monde était cool, et qu'il y avait cette ambiance, tu sais, entre les gens, peu importe les origines de chacun, il y avait une ambiance qui était quand même assez cool. Et j'ai l'impression que on a, ça y est, là, on a perdu ça. Hein. C'est qu'on était dans un genre de village. C'est-à-dire que tout le monde se connaissait. Il y ouais, avait pas trop la télé, donc. C'est un quartier dans une petite ville, donc ça fait tout de suite village, quoi. Tu vois. Il n'y avait pas là de haine, juste comme ça. Non, il y avait des embrouilles. Ouais. Il y avait des embrouilles. Il y avait les Arabes et les Gitans. Je me rappelle. Parce qu'il y avait un les Lopez. Les Lopez, ils sont d'à côté, bien sûr. Ouais. Les fameux Lopez, je sais pas si vous connaissez. Qu'on fait des vidéos de clash sur Internet. Joe, qu'on embrasse, Joe Lopez. Tu les connais, je les connais de loin, il y a aussi le respect, tu vois, ils ont pas mon âge. Mais Joe Lopez, moi, j'irais pas. Moi, quand j'ai vu la vidéo, je connais les histoires. T'as reconnu des mecs de la vidéo? Ah bah oui, Joe et Christian. Ah, d'accord. Ah bah je les ai reconnus, mais j'ai pas rigolé. Tu sais, la France entière a rigolé, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai dit... C'est sérieux là. Ouais, leur beau-frère il est mort. Parce que c'était une vidéo adressée à David. Ouais. Et j'ai dit, ouais, il est mort lui. Il est mort. Il est dans la merde. Ouais, il est mort. Parce que Joe Lopez... moi je pourrais te parler pendant 2 heures de Joe Lopez. Mais t'as un master Joe Lopez. C'est pas le sujet parce que... Tu peux parler 5 minutes si tu veux. Ouais, non, en fait il y avait... moi j'ai grandi un peu avec des gitans qui étaient donc juste à côté. Donc c'était pas eux, parce que eux, ils étaient de Clermont-Ferrand, mais c'est une grande famille, on va dire. Et ils ont une culture, comme on peut le voir de la castagne. C'est-à-dire qu'on règle les problèmes toi et moi, on prend une bouteille d'eau, une serviette, on va dans un champ, et on se bagarre, jusqu'à ce que, tu vois... À main nue à main nue sans les bagues. Et on règle ça, quoi. Ouais. Un peu comme dans Snatch. Les bagues. Ouais, ils disent sans les bagues. Sans les bagues, mon cousin. Je sais pas si tu l'as vu le film Snatch avec Brad Pitt. Bien sûr. C'est un peu ça. Regarde comment il est master, lui. C'est un peu Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça t'a influencé un peu sur ta façon de parler, des expressions, des mots, parce qu'il y a un langage. Il y a un langage rabouin, on dit. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un langage, mais ça m'a pas plus influencé que ça, parce qu'on était quand même un peu à l'époque en conflit. Donc on traînait pas vraiment avec eux. Même à l'école? À l'école, non. Il y avait des histoires. Il y avait des histoires un peu. Ouais. Les gens, jusqu'en, il y a eu des histoires jusqu'à un jour, en fait, il y a eu une bagarre entre le chef. Tu sais, c'est par chef de clan, quoi. Le grand rabouin. Voilà, le grand rabouin, il est venu dans le quartier, il a dit, ouais, je fais un contre un contre votre chef. Mais nous, c'est pas comme ça, c'est pas la même. Il y a pas un chef, tu vois. Il a fait comme ça gratuitement. Il a dit, on règle ça une bonne fois pour toutes. Et il est venu au milieu du quartier comme ça. Et il s'est mis en Marcel et tout. Ouais! Il faisait ça. Tu sais, moi j'ai 13 ans, je vois ça, voilà, c'est la terreur. C'est la terreur, ça fait peur, quoi. Et du coup, il s'est battu contre un mec et ils ont fait une bagarre, tu vois, qui est restée dans les annales de l'histoire. Ah, il y en a un qui a dit, moi j'y vais. Ouais, il a dit, moi j'y vais. Ouais, Saïd, je me rappelle. Un castagneur. Non, il était fort à la bagarre, naturellement. C'était une force de la nature. Ils se sont bagarrés et à la fin, ils se sont serrés la main. Il a dit, à compter d'aujourd'hui, il n'y a plus jamais d'embrouille entre nos deux peuples.
C'est merveilleux. C'est vraiment des histoires moi ça. Ils devraient peut-être faire ça, les dirigeants, au lieu d'envoyer les peuples se battre. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Tu vois, les Américains, les Russes et tout. Attends, tu prends Donald Trump, enfin Joe Biden, mais c'est pas du jeu. On va prendre Donald Trump. Tu prends Donald Trump, Poutine, vous vous embrouillez. Voilà, battez-vous. Moi, je pense Poutine, il le nique. Je crois que il y a des chances. Poutine, non, c'est l'autre, le Tchétchène, je pense, il nique tout. Ramzan Kadyrov. Dans l'Antiquité, je crois que des fois, ça se faisait comme ça. Il y avait deux armées qui se faisaient face. Ils disaient, OK, moi, je prends le plus fort du mien. Toi, tu prends le plus fort du tien. On va en faire Thaïlande, entre eux. Contre le royaume birman. Je crois. Ils avaient fait ça, le royaume. Les Birmans, ils ont essayé d'envahir la Thaïlande. Et il y a eu une embrouille entre le roi de Birmanie. C'est peut-être ça, oui. Ils ont chacun choisi un champion. Et le roi de Thaïlande, ils ont choisi un champion. Et le Thaïlandais, il a gagné. Voilà. Tu vois. Donc maintenant, voilà, il n'y a pas Thaïa. C'est marrant. À part le master en bagarre. Quelles ont été tes études? Qu'est-ce que tu as fait J'ai fait... alors, à partir de quand? Tu veux dire après le bac? Ton enfance, qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais le collège. Donc, après le collège, je fais un BEP comptabilité. Donc, ça se passe pas bien, malheureusement. Je me fais renvoyer du lycée professionnel. Et après, je fais un BEP distribution et magasinage. Tu sais, c'est pour être manutentionnaire. Bon, c'est un BEP qui n'existe plus, tu vois, parce que qui fait des études pour porter des cartons? Je me rappelle les chapitres 16 et tout, comment porter un carton. Il t'expliquait, T'avais des cours où il te disait la position. Bien sûr, le dos droit. Sinon, un bon magasinier ne fait jamais plus de 5 ans. Et je me rappelle et tout, des textes et tout, tu vois. Et après ça, j'ai fait une première d'adaptation pour passer un bac technique STT. C'est les STG maintenant, ils appellent ça. Et puis après, j'ai étudié l'histoire et la sociologie. Et après, j'ai fait un BTS. Parce que fac de socio, tu vois, fac d'histoire, c'est vrai que c'est des trucs qui... Et fac en termes de débouchés... c'est compliqué. Mais ça, justement, fac d'histoire, tu l'as fait où? À Clermont-Ferrand. Et fac de socio à Montpellier. Donc les soirées étudiantes et tout. Ouais, c'était bien ça. Parce que c'est une ville étudiante, Clermont. C'est une ville étudiante. C'est la ville, on va dire, pour nous, Vichy, Clermont-Ferrand, c'est New York. C'est New York. C'est la grosse ville qui est à côté de Vichy. Et c'est là où il y a les facs, c'est là où il y a tout, quoi. Tu vois, c'est là où tu prends un peu ton indépendance aussi. Dès que tu sors à 19 ans, 18 ans, moi j'ai redoublé et tout, mais après t'atterris logiquement à Clermont-Ferrand, quoi. Et du coup, tu te voyais pas continuer dans ces voies-là? Non, moi, je voulais être commercial. C'était ça l'objectif. C'était la mode. Je me rappelle, les boîtes de commerciaux disaient on veut recruter des Arabes. Parce que les Arabes, c'est des bons vendeurs. C'était l'argument, quoi. Donc nous, on s'est dit, putain, il y a un taf pour nous. Venez, on va tous, tu vois, dans ça, quoi. On est tous allés dans le commerce. Il y avait la téléphonie aussi, beaucoup, mais c'était les années 2006, quoi. 2007, tu vois. Un peu l'explosion des téléphones avec les forfaits. Il y avait ça. Il y avait aussi... les ventes de fauteuils de massage, des trucs comme ça aussi. T'as vendu tout ça? Ouais, quand tu faisais les foires et les salons. Salut, toi. C'était comment les ventes de massage, de fauteuils, tout ça? C'était... en fait, il y avait, je sais pas, moi, par exemple, la foire de Paris, tu vois, ou le salon du bien-être à Strasbourg. Et toi, tu partais de ville en ville, comme ça, tu restais là-bas et t'avais un stand où tu essayais de vendre le plus possible de fauteuils. Et t'étais rémunéré au pourcentage. Et tu te souviens de ce qu'on appelle le baratin que t'employais pour vendre? La déballe, elle était assez simple en fait. Donc, par exemple, là, tu proposais. En fait, vas-y, là, par exemple, disons Joe tu veux lui vendre un fauteuil de massage. C'est parti. Je me rappelle, c'était assez simple. T'arrives, Joe, bonjour, madame. Ah là là, quelle belle coupe de cheveux. Toujours un petit compliment. Ah, c'est gentil, je sors de chez le coiffeur. Voilà. Ensuite, j'ai invité la personne à s'installer dans le fauteuil. Et en fait, tu mets play. Et en fait, ça y est. Tu sais, elle a sûrement... Non, mais tu vois, c'est facile parce que du coup, en fait, elle marche à la foire comme ça, là, dans le salon. Elle a le dos en vrac. Elle a le dos en vrac, la pauvre, tu vois. Donc, tac, elle se pose et ça la masse de partout. Et c'est facile, en fait. C'était pas dur. Il suffisait d'essayer. Et en plus, on faisait des 30 fois. Putain, c'était des escrocs un peu quand même. Mais, 30 fois sans frais, sans intérêt. Ouais. Puis après, je me suis fait attraper par une cliente à qui j'avais vendu un fauteuil de massage l'année d'avant. Elle m'a dit, vous vous rappelez de moi? Je dis non, je me rappelais pas, tu vois. Elle m'a dit, vous m'avez vendu un fauteuil et ça marche pas et tout. Vous m'aviez promis. Et après, j'ai arrêté. Après ça, je me suis senti un peu coupable, tu vois. Parce que c'était tu vois. Tu sais, il y a des gens, ils économisent et ils achètent et tu vois. Ouais, tu te mets à leur place. Ouais, le karma, tu le payes un jour, quoi. Mais alors, du coup, là, dans ton parcours, il y a aucun moment, il y avait du théâtre, de la comédie. Ah non, jamais. Ouais. Tu te voyais pas à l'époque bosser là-dedans? On était à Vichy, nous.
Ouais. Donc nous, l'objectif, c'était d'avoir un travail, tu vois. Déjà, celui qui travaillait au McDo, je me rappelle, il avait, voilà, un certain respect, tu vois. Il avait quand même trouvé un taf, tu vois. Alors moi, je voulais juste travailler, tu vois. Je pensais même pas, mais on était à milieu d'imaginer ce que c'était. Pour moi, je sais pas, c'était le cinéma. Si je voyais Jack Nicholson, tu sais, je me disais pas, je vais faire la même chose, quoi. Tu vois. Et c'est venu par hasard. C'est-à-dire que pour un jeune qui grandit là-bas, à Vichy, ses perspectives d'emploi, elles sont... Ouais, elles n'existent pas. Elles n'existent pas dans les régions. C'est l'Auvergne. C'est l'Allier, mais c'est le... Mais c'est ça, tu peux même pas y penser. Voilà, tu sais que tu vas devoir partir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça, c'est dommage dans toutes ces villes-là, petites villes ou villes moyennes de province. En fait, ils ont aucun échappatoire. Ils vont tous dans la grosse ville à côté. Donc, il y a Lyon qui est pas loin, Saint-Étienne, Clermont. Mais les Vichy, Moulins, Montluçon, tu sais, Bourg-en-Bresse, Oyonnax, tu sais, ces villes-là, tu vois, voilà, t'as pas envie d'y aller, tu vois. Montluçon, c'est chaud. Montluçon, voilà. Bah, non, c'est aussi des villes du rugby, tu t'étais un petit peu de... c'était surtout Clermont, la ville de rugby. Vichy, c'était la ville de basket. Moi, je joue au basket. Ah oui, ouais, mais on connaît mal notre région. D'accord. Non, je voyais Oyonnax, Sabourg, je sais qu'il y a des clubs. Oyonnax, c'est récent. Mais c'est plus récent. Mais il n'y a pas de rugby, donc c'est pas... Un peu, mais c'est vraiment léger, quoi. C'est vraiment, nous, c'était le basket, quoi, et c'était la délation aussi, pas mal. Vichy, c'était une ville connue pour... malheureusement, à la base, c'est une station thermale au départ. Après, à la base, c'est une station thermale, c'est vrai. Puis c'est aussi des belles nappes. Oui, ou des pastilles pour la gorge. Mais merci d'amener un peu de positif à cette ville. Elle est chargée l'histoire de la ville, elle est vraiment chargée par rapport à ça. Tu sens qu'elle justement, quand tu es en Paris, quand tu dis Vichy, un peu maudite, quoi. Ouais, mais quand tu es à Vichy, toi, tu sais pas. Tu vois même pas. Déjà, il y a beaucoup de juifs à Vichy et il y a pas ce truc lié à comment dire, à l'histoire vichysoise, enfin l'histoire du régime de Vichy plus, tu vois, plus que l'histoire vichysoise, parce qu'à un moment donné, le gouvernement décide de s'installer là-bas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Les Vichysois, quelque part, ils y sont pour rien. Ouais. Tu vois, le gouvernement s'installe là parce qu'il y avait des beaux hôtels et les lignes téléphoniques et tout. Donc du coup, et après, c'est resté un petit peu, tu vois. À l'école, ils vous en parlaient de tout ça? Vous aviez... Ouais, ils disaient qu'on devait pas se sentir coupable et qu'on n'était pas des collabos. Je me rappelle. Sérieusement? Ouais, ils disaient attention, quand vous allez grandir, vous allez aller à Paris, ils vont vous traiter de collabos. Non, nous ne sommes pas des collabos. C'est le régime. Tu vois, j'ai bien recraché d'ailleurs ce qu'ils m'ont appris. Hein. Ouais. C'est le gouvernement qui s'installe. C'est pas Vichy qui avait des prédispositions à la collaboration, à l'antisémitisme. Ça, c'était au collège, ils vous disaient ça? Et je passe le bonjour au maire de Vichy. Voilà. D'accord. J'aimerais bien qu'il achète le spectacle. Et Mais donc ensuite, tu t'en vas, t'as beaucoup voyagé. Oui. Et c'est aux États-Unis que tu découvres le stand-up, c'est ça? Non. Non? T'avais dit ça dans une interview. Non, bah je sais pas, j'ai dû remixer, mais. Alors comment ça arrive le stand-up dans ta vie dans ce cas? Non, aux États-Unis, j'ai découvert je suis rentré dans une église et j'ai vu un révérend afro-américain qui avait le micro. Et qui avait un flow un peu et j'ai dit j'aimerais trop faire ça, tu vois, c'est plus ça qui s'est passé. Le marketing il y avait un truc à l'américaine, quoi. Ouais, j'ai dit tu sais, comme à la télé, quoi. Et non, le premier spectacle de stand-up, c'est ici que j'ai vu Candy en 2000, j'en parlais à... D'accord. Et c'était en 2009 à peu près. Tu vois, sinon je connaissais Jamel Comedy Club, tu sais. Ouais. Mais quand c'est sorti, même si ça existe, tu vas me dire depuis longtemps. Ouais. Jerry Lewis. Oui. Je regardais Jerry Lewis avec mes parents parce que c'était tu vois, le sketch de la machine à écrire. Ouais, il passait en boucle sur la 5 à l'époque et tu vois, vu que c'était de l'humour visuel, en fait, ça faisait rire tout le monde chez moi. Mais alors, parce que t'es aux States, t'as vécu, t'es allé à New York, tu m'as dit. New York. Pas ni Charlem. Ouais, je suis resté le temps du visa touristique. Ouais, donc c'est 3 mois. Ouais, c'est 3 mois, tu vois. Tu dormais où? Comment tu faisais pour... Je dormais chez des amis qui, eux, faisaient une école là-bas pour passer le TOEFL. Merci. Oui. Ouais, c'est un certificat. Et donc, eux, ils restaient 1 an et j'allais squatter, en fait, chez eux. Mais vu que moi, j'étais pas inscrit à l'école, je pouvais pas rester. C'était quand, ça? Plus de 3 mois. Quelle année c'était? C'était 2009, 10 à peu près. Tu vois, dans ces eaux-là. T'arrives à New York, c'est quoi tes sensations? Bah, comment dire?
pas mieux qu'ailleurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ville, en fait, avec c'était une ville. Des rues. En fait, New York, on regarde ça depuis qu'on est petit. Donc, t'as une sensation de déjà vu. Et on a été fan des films un peu de gangsters, là, de Scorsese et tout, ou de Donnie Brasco et tout. Donc, voilà, je vais aller à Mulberry Street. Je vais aller dans le Bronx, je vais aller dans les... Et tu vois, tu dis, ah, c'est comme eux, tu vois. Ça te rappelle des trucs de ton enfance, alors que tu connais pas la ville, tu vois, en vrai. Mais j'ai pas tu sais, des fois, j'écoute je vois des documentaires et tout sur New York, tout ça, comme quoi c'est une ville un peu... Moi, j'aime bien Paris, par exemple. Tu préfères Paris que New York? Si tu me dis tu vis où, tu choisis une ville, je préfère vivre à Paris. New York, en plus, tu sais, t'as des galères des fois, tu vois, là-bas à l'étranger, j'avais une rage de dents, je me rappelle. Ouais. Ah ouais. Bon, j'ai attendu la France. C'est compliqué. Ouais, c'est hyper cher. Je suis allé voir un dentiste, après il te propose un chicanos. C'est un dentiste, tu vois, au noir et tout là. Non, la France, attendez les gars, la France, carte vitale et tout là. Il n'y a pas Doctolib là-bas, quoi. C'est pas... Non, mais c'est franchement, c'est pas le rêve américain parce que faut en parler parce que on a tous été bercés par ça, quoi. Tu vois, et c'est vrai que quand tu vas là-bas, au final, tu te dis bon, ils sont sympas les gens, c'est vrai, ils sont polis et tout. Enthousiastes. Ouais, c'est cool, ça te met dans une bonne vibe. Il y a plein de trucs qui sont cool, mais je sais pas, moi je préfère vivre 1000 fois ici, quoi. Et donc tu rentres dans cette fameuse église, comment ça se passe? Bah en fait, je rentre par hasard, tu vois, je sais pas en fait. Il y a du bruit, quoi. Ouais, il y a du bruit, je dis, ouais, il y a une ambiance. Tu sais, tu connais quand t'es en... Ouais. Moi, mes potes, ils étaient à l'école, donc moi je rôdais, tu vois, dans les rues, je rôdais, et je rôde, et à un moment donné, je tombe sur cette église, j'écoute du bruit et tout. Bon, je suis musulman, je me dis, allez, on essaie de s'ouvrir. Et je rentre dans l'église et j'ai vu cette ambiance-là qui était exceptionnelle. C'était comment? T'as vu quoi, en fait? Eh ben, tu vois, les Blues Brothers. Oui. Le film, là, quand James Brown, il fait un prêche. Oui, exactement. Eh ben, à peu près ça, tu avec vois. Avec de l'orgue, avec dans le cœur. Voilà, tout ça, t'as les termes techniques, c'était sympa. Voilà, les gens assis chantent. Ouais. Pareil, en moins pire, parce que les Blues Brothers, t'as vu, ils font des saltos arrière, des trucs de fou. C'est mis en scène un peu, ouais. Mais il y a des gens qui partent en transe et tout, quoi. Il y a des gens qui s'évanouissent et les gens les portent. Oh, God bless, tu vois. Ouais. Ah ouais, j'ai dit, ah ouais, carrément, c'est... Et avec le preacher qui crie Alléluia, et qui chante et qui... Tu vois, avec ce flow qu'il avait, là, tu vois, et comme... là, on a vu donc Dave Chappelle. Ouais. Il y avait Mos Def quand il est arrivé sur scène. Pareil, un peu ce truc-là qu'ils ont un peu les quinries, où il flotte, quoi. Tu vois, il arrive, quand il rappe et tout, je sais pas, il se passe un truc. Voilà, c'est ça. Pour moi qui compte quand il y a une scène, quand l'humoriste arrive ou peu importe, hein, eh ben, il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois, de charismatique. Ouais, un truc, quoi. Ouais. Si t'arrives, tu vois? Non. Il faut... Ça a été comme une révélation pour toi? T'as senti un truc à ce moment-là? J'aurais pas failli te convertir. Ouais, non, je veux dire, en tant que... À ce moment-là, tu t'envisages pas comme artiste, là, encore? Non, pas du tout, mais je sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Tu vois, je suis impressionné, en fait, mais comme tu peux être impressionné parfois par un mec qui rentre dans le métro, tu sais, ligne 2, vers minuit. C'est un peu sombre. C'est un peu sombre, et il y a un mec qui va faire la manche, mais tu sens qu'il a une histoire particulière. Et l'autre jour, il y a un mec, là, c'est m'est arrivé il y a pas longtemps, là. Il rentre et il dit, alors, bonjour à tous, voilà, non, et tu sais, il commence à raconter son parcours, et il dit, voilà, d'habitude, c'est moi, je viens vers vous pour que vous me donniez une pièce. Là, aujourd'hui, on va changer un peu les rôles. Je vais m'asseoir, et voilà, vous allez me donner une pièce. Et il s'est installé. Mais j'ai trouvé, tu sais, la démarche, j'étais là, je le regardais, c'était putain. C'est osé, quoi. Ouais, les couilles, quoi. Tu vois. Non, ça a marché. Non. Enfin, moi, je lui ai donné une pièce parce que j'ai dit, pour la démarche artistique. Original, quoi. Ouais, j'ai dit, toi, t'es bon, toi. Il a tenté un truc. Tu vois. Non, voilà. Je sais plus, j'ai perdu le fil. On parlait des States. Ouais, moi, les États-Unis, c'est pas un pays, si tu veux, que j'aime bien, mais c'est pas. Ouais, c'était pas le. J'ai pas ce truc là de rêve américain là, tu vois, de par exemple faire un sketch en anglais. Je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais essayer déjà de faire rire en français. Ça, c'est cool, tu vois. Parce qu'on a un peu trop tu vois, je trouve, on est un peu trop... Complexé, ouais. Alors que les Français, ils sont trop marrants aussi, quoi. Hein. Il y a eu des Français qui... tu vois, il y a personne qui est plus ou moins, quoi, tu vois. Enfin, bon. Mais j'essaie d'être honnête quand même. Les Américains, ils ont plus de
je pense que c'est plus d'expérience, ouais, plus d'expérience. C'est plus massif, c'est-à-dire qu'il y a tellement de produits qui proposent que ça t'arrive dans la gueule. Et, pour être honnête, mais les Français aussi, il y a des bons, quoi. Tu vois, je pense. Et alors justement, parce que dans ta culture, il y a pas mal de références aux States, les films d'action, les films de mafieux. Ouais, ça c'était quelque chose. Scorsese. Joe Pesci. Moi j'aime bien, Scorsese, j'aime bien. Moi, Joe Pesci, c'est un. Il ressemble à mon daron en fait dans le personnage. Joe Pesci doublé en français ou en langue originale? J'adore le doublage français de Joe Pesci. Mais je t'ai raconté l'anecdote ou pas? Non, si je me rappelle, mais vas-y raconte. Je suis en Thaïlande avec Kader, un mec de Dreux, un taxi. D'accord. Et on parlait et il adorait Les Affranchis. Donc on commence à parler des Affranchis. Et il me dit, tu sais qui c'est qui fait la voix de... Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas trop... On cherchait pas, quoi. Bien sûr. Et il me dit un jour, je suis dans le taxi et je vois, il y a un mec qui rentre. Il me dit, putain de bordel de merde, mais je t'ai dit que j'arrivais tout de suite. Et il me dit, je me retourne, je dis, putain, mais c'est vous, c'est vous, quoi. Et il dit, bah oui, c'est moi, c'est Jean Benguigui. Il lui dit, mais non, je m'en bats les couilles de ça, c'est Joe Pesci, là. Et c'est comme ça, et il m'a raconté cette anecdote, et c'est comme ça que j'ai su que Jean Benguigui, et j'adore la voix, et j'adore le doublage français, je trouve qu'il est hyper bien fait des Affranchis. Ça t'a un petit peu inspiré également dans ton personnage? Non, pas trop. Enfin... C'est des films que tu regardes, que tu peux revoir sans problème. C'est-à-dire, quand j'y inspiré, c'est-à-dire quand il raconte, par exemple, sa fameuse blague dans le restaurant Joe Pesci dans Les Affranchis, il part beaucoup dans les aigus. Ouais. Tu sais, pour dire les intonations par rapport au flic, tu vois, qui t'es encore là, tu vois la blague, quoi. Donc je me demandais si quand tu préparais quand je t'ai vu jouer, tu vois, je voyais qu'il y avait des montées comme ça en aigu. Ah bah même dans les peut-être alors, mais c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement, mais peut-être alors, peut-être inconsciemment, je pense. Ça, tu vois. Ouais, mais je pense que ça, tout ça, c'est l'inconscient, parce que quand tu fais ton truc. En fait, t'es influencé, que tu le veuilles ou non, parce que t'as pu voir dans ta vie et par, tu vois, parce que souvent je répète 2 fois, par exemple, le même truc. Ça, c'est un truc que j'ai vu chez chez le révérend, là, tu vois, américain. I told you, man, il répétait 2 fois. Et donc, je pense que inconsciemment, tu vois, après en réfléchissant, je dis, attends, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je l'ai fait la première fois? Et je pense que c'est des trucs qui te nourrissent, quoi. Ou comme Jimmy 2 fois dans Les Affranchis. Oui, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Je vais chercher des clopes, ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on revient autant sur ton vécu, justement. Ouais. Parce que, quelque part... Tout est lié, quoi, je pense. Voilà, moi, j'ai pas fait spécialement de théâtre et de... Comment t'arrives au stand-up, en gros? T'arrives en 2013 par là, comment ça se passe? Ouais, alors, en gros... C'est quoi le déclic, il dit? C'est la démarche. de ta vie de... Je vais tout vous raconter. On va attaquer la démarche, là. Je vais essayer d'aller vite. Parce que c'est un peu long. Vous vous rappelez du film Il était une fois dans le Bronx? C'est le premier film de De Niro. Enfin, en tant que réalisateur, moi je suis fan du film. Et il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Bronx. Et en France, en 2011-2012, un truc comme ça, interprété par Francis Huster. Où il doit jouer tous les rôles. C'est-à-dire, il doit jouer Francis Huster, un mafieux italo-américain. Tu sais, parce qu'en fait, bad guy, quoi, tu vois. Au départ, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Qui est écrite par le rôle principal. Exact, c'est Sonny. Sonny. Comment il s'appelle l'acteur? J'ai oublié son nom. Je pense que je l'appelle Sonny, moi, parce qu'il s'appelle Sonny dans. C'est lui qui avait écrit la pièce, et en fait, t'es mis au cinéma, adapté au cinéma par De Niro. Ouais, et après, ça a été réadapté en France. Huster a récupéré la pièce, et l'a adapté pour la France. D'accord. Ce qui est terrible, parce qu'il arrive sur scène et il interprète tous les personnages, dont des gangsters italo-américains, pas crédibles. Et moi, je suis au théâtre et j'avais jamais vu de pièce de théâtre, à part en 3e, une pièce de théâtre avec l'école avec Patrice Laffont. Mais sinon, j'avais jamais vu de pièce de théâtre. C'est pas dans mon, je sais pas, j'avais pas pensé. Et il arrive sur scène et il commence à parler. Et il est pas crédible du tout en mafieux italo-américain. Et moi, j'ai un fou rire avec mes potes. On explose de rire. Et en fait, tout le monde nous dit chut, chut. On est là. Voilà. C'est marrant. C'est comme Omar Sy dans Intouchable. Tu vois ça là. Pareil, le même délire. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on arrête de rire parce qu'on se rend compte que ça va durer longtemps et que voilà, c'est comme ça, quoi. Et j'étais pas content, tu vois, je disais à mes potes, ouais, mais c'était nul, nanana. Ils m'ont dit, enfin, il y en a d'eux qui m'a dit, ouais, mais toi, tu parles, t'es là, tu fais le zouave, mais tu serais incapable de monter sur scène et de faire une petite scène, 5 minutes sur scène, quoi. Et ça part de là.
Et au début, c'est pour rigoler. Moi, je le fais. Je me dis, vas-y, je vais essayer et tout. Je mets du temps. Hein. Je mets, tu vois, entre je vais y aller et je vais regarder un peu au Pranzo, tout ça. Je vais voir des scènes ouvertes, au Paname, tout ça. Ouais. Je regarde et je me dis, putain, c'est dur, quoi. Et j'essaye au Changeman, en fait. Et c'est comme ça que j'ai. Mais ça part d'un défi de tes potes. Ça part d'un défi, ouais. C'est pas un rêve de gosse. Moi, je voulais être basketteur. Ça, c'est un vrai rêve. Mais humoriste. On s'en bat les couilles, tu vois. Tandis que, ouais, je voyais même pas ça comme un métier, tu vois. Pour moi, il y avait genre 4 stars en France de l'humour. Il y avait Jamel, Gad, Florence Foresti, enfin Franck Dubos, des trucs comme ça, Elie Dieudonné, des trucs comme ça. C'est tout. Et il y avait que eux, en fait. Il n'y avait pas de place. Et c'était avant le stand-up, la 2013, démocratisation du stand-up. Ouais, voilà, c'était les tout débuts, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, tu vas faire le Jamel Comedy Club, donc c'est dans. Maintenant, ça arrive, ça. Ah ouais, c'est longtemps après, ça. C'est très très longtemps après. Entre-temps, il y a surtout le The Artist, qui est une petite scène, un petit théâtre de 30 places à Belleville, où je joue avec un copain qui s'appelle Riyad Graham. Je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Il joue des fois ici. Ouais, il joue des fois ici. J'avais rencontré au Changeman et il m'avait proposé de faire 30-30. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a commencé bien avant le Comedy Club. Il y a eu ça, et puis après, il y a surtout eu... Toi, le Jamel, tu fais en quelle année? Tu te souviens c'était là. C'était il y a 2 ans. D'accord. C'est très récent, en fait. Mais tu fais comment, justement, pour vivre à l'époque, sachant que tu débutes dans l'humour et que tu vis pas forcément de ton art? J'étais coach sportif. J'étais prof d'aquabiking. Non. À l'époque, ouais, bien sûr. Oh, yes. Comment tu t'es retrouvé à faire ça? Parce que... j'ai un pote à moi qui a une salle de sport. Ouais. Et moi, j'avais un diplôme de maître nageur, tu sais, que tu passes, tu vois. Et c'est suffisant, en fait, pour faire le prof d'aquabiking. Si quelqu'un tombe du vélo, il faut pédaler à fond dans l'eau. Et... En fait, vous venez, il y a une petite piscine, il y a 6 vélos dans la piscine. Moi, je suis en dehors de l'eau. Et il faut pédaler. Avec la frite en mousse. Ouais, non, il y avait une petite musique et tout, mais c'était génial. Mais ça aussi, il faut chauffer la salle et tout ça, motiver les gens au final. Tu faisais des blagues là déjà à l'époque? Non, je faisais pas du tout de blagues, je m'en rappelle, parce que en fait, quand tu es dans l'effort, t'as pas envie de rire. Pourquoi? Tu vois, les personnes qui pédalaient, moi je prenais ça très au sérieux, hein, tu vois, je voulais... Ah non, on n'est pas là pour faire des vannes, quoi. Tu vois, debout, allez, tu vois, j'avais un côté Rocky, tu sais, je mettais Rocky et tout, je me rappelle, pour les motiver. Ouais. C'est génial comme taf, je vous jure. Mais ça marche vraiment, l'aquabike? Ouais, ça marche à partir du moment où, en fait, c'était souvent des gens qui avaient des petits problèmes d'articulation. Donc, du coup, ils pouvaient pas aller courir. D'accord. Donc, il fallait un truc doux dans l'eau. Et là, l'aquabiking, c'est bien. Tu te souviens, tu faisais ça où, à l'époque? Ouais, bien sûr, Slim Tech Concept, dans le 17e, 100 rue de Tocqueville, qu'on salue d'ailleurs. Ouais, c'est un pote à moi qui avait la salle, Alexis. D'accord. Et qu'on embrasse d'ailleurs. Et c'était cool, hein, franchement. Bon souvenir. Ouais, c'était des super souvenirs. Alors, en fait, à la base, je faisais un mi-temps, tu vois. Donc, je faisais 20 heures et ça me permettait d'avoir beaucoup d'heures pour pouvoir travailler le spectacle et surtout les chroniques, tu vois, qui m'ont permis de ramener... Justement, j'aimerais revenir là-dessus. Donc, en fait, au début, c'est un défi. C'est ça que tu racontes. Ça part comme ça, part comme ça. Mais alors, du coup, c'est quoi la première fois que t'es sur scène? Tu te sens comment? T'avais préparé ou pas? Ouais, alors j'avais préparé j'avais des tirés, tu sais, j'avais fait des petits tirés. J'ai dit, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Et en fait, ça se passe bien. Parce que vu que c'est la première et qu'il n'y a aucune pression, je me dis, c'est cool, quoi, tu vois. Et en fait, et quand t'es détendu, c'est vrai que les gens, quand même, ils savent que t'es débutant. Ils sont plutôt sympas, tu vois. Donc, ça avait plutôt bien marché. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Déclic. J'ai eu un petit déclic à ce moment-là. Je dis, vas-y, je vais me concentrer sur ça, je pense. Je pense que j'ai trouvé un petit filon sympa. Et après la deuxième bide, parce qu'après, tu crois que t'es marrant. Donc, tu prends un bide, parce que t'es sûr de toi. Bide. En plus, j'ai appelé des potes à moi, la deuxième. Ouais, je suis trop marrant, vous allez voir. Et tu bides devant tes potes. Ils te regardent. Voilà, t'es nul. C'est horrible. Le premier bid, c'est horrible. Hein, comment tu l'as vécu quand tu rentres chez toi? T'es pas bien? Déjà, ils dormaient tous chez moi. Ah ouais. Tu sais, j'étais en coloc, on était plein. Donc ça veut dire que la lumière était éteinte et je m'en rappelle. Tu sais, genre la lumière était éteinte, ils étaient là et j'écoutais Jamil, t'es nul. C'est les potes. Ils te laissent pas tranquille, quoi. C'est eux qui étaient venus te voir voir la pièce Bronx. Ouais, il y en avait, ils étaient avec moi. J'ai retrouvé le nom, c'est Chaz Palmintieri.
après. Bien vu, exact. Et donc, c'est tes potes-là, donc eux qui t'ont mis dans ce truc-là, quoi. C'est de leur faute que t'es là. Ouais, c'est de leur faute quelque part, mais eux, ils sont là, quelque part, leur objectif, c'est clairement de t'anéantir. Tu vois, ils sont là depuis qu'on est petit, nous, c'est comme ça qu'on a grandi. Ouais. On est vraiment dans la vanne, un peu, presque, ça fait mal, quoi. Mais c'est aussi une manière de t'endurcir, je trouve, parce que quand tu grandis un peu comme ça, à un moment donné, arrivé à un âge, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Tu sais, les critiques, au début, tu as vu les critiques quand tu es humoriste, ça peut être... moi, ça m'a jamais... Attends. Ça me blesse quand j'ai pas été compris, tu vois. Comme par exemple, j'ai eu un problème avec Le Figaro une fois. Là, c'était pour nuire, tu vois. Tu veux en reparler de ce truc-là? Bien sûr, je peux en reparler. Ouais, en gros, j'avais fait une chronique sur les poilus de la Première Guerre mondiale. Oui. Enfin, j'avais rendu hommage aux poilus de la Première Guerre mondiale en disant que eux, voilà, tu te rappelles, ils écrivaient des lettres à leur femme, et c'était hyper bien écrit, tu vois. Et nous, on lisait ces lettres en primaire, tu vois. Je me rappelle, et je parlais de ça, et je disais, mais aujourd'hui, t'imagines s'ils faisaient la même chose, les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, je taille, en fait, les jeunes d'aujourd'hui qui savent moins bien écrire. Et ben, eux, ils ont pris ça, et ils ont dit que j'avais bafoué l'honneur des poilus. Et puis après, ben, tu sais, l'honneur des poilus, 100 ans, parce que c'était 100 ans après l'armistice, t'es mort, en fait. Et t'es pas préparé psychologiquement pour des menaces, des insultes, et des menaces et des re-insultes, tu vois, et ça s'arrêtait pas, quoi. Et toi, t'es là, tu te dis, j'ai rien dit. C'est ça que je me disais. Je dis, j'ai rien dit, j'ai pas été compris. Donc ça m'avait fait chier, je me rappelle. T'as le même souci que Black M. Ouais, le pauvre. Parce qu'il devait chanter à Verdun pour commémoration et ça décrochait un tollé. Ça a décroché un tollé parce qu'ils sont partis fouiller dans des textes qu'il avait fait à l'ancienne. Bon, c'était des textes un peu durs, on va pas se mentir. Mais bon, tu vois, c'est pas une raison. Après, là, moi, pour le coup, j'avais vraiment rien. La vraie raison quand même. Oui, la vraie raison, c'est qu'il est noir. Il est noir. C'est tout. Ouais. C'est ça Et moi, la vraie raison, c'est parce que j'étais un arabe. Ouais. C'est la vraie raison. Et là, Jamil. Ouais, voilà. Et tout le monde me disait, ouais, mais pourquoi, tu sais, vu que c'est sur les poilus, c'est un problème. Ouais. Pourquoi tu parles pas de tes grands-parents qui souvent ont fait la guerre pour la France? Et je dis, mais comment dire? C'est quoi le rapport? Attends, parce que c'est pas parce que mon grand-père il a fait la guerre pour la France que ça fait de moi déjà quelqu'un de légitime. Tu vois, si il y en a plein, leurs grands-pères, ils n'ont pas fait la guerre pour la France, bah ça veut pas dire qu'ils sont moins français. L'autre jour, j'ai écouté dans un documentaire un mec qui disait ouais, mais moi mon grand-père c'était un tirailleur, donc je suis légitime à être en France. Ben non, c'est pas. Et les autres, ils vont se faire foutre. Ceux qui avaient pas de grand-père, tu vois. Et en plus, la vraie histoire, c'est que les tirailleurs, ils avaient pas forcément le choix, tu vois. Ils faisaient pas ça par... Faut arrêter de raconter des salades. Ils faisaient pas ça par amour de la patrie. Tu vois, parce que, bon, moi, j'ai des échos, des histoires et tout. Deuxième Guerre mondiale, ils y vont un peu pour l'oseille et un peu... La cause a l'air juste, quoi. Mais après, les tirailleurs, on les envoie en Indochine, en Algérie, où là, ils se disent, putain, mais merde, c'est pas juste, en fait, tu vois. Ouais, c'est pas les mêmes ennemis, là. C'est bizarre. Bah ouais, moi, j'ai un oncle qui a fait Indochine et qui a déserté parce qu'en fait, il a dit, attends, mais en fait, je bute, tu sais, des mecs, en fait, qui réclament la même chose que moi dans mon pays, en fait, qui réclament l'indépendance. Et pareil pour la guerre d'Algérie, ils ont envoyé des tirs. C'est terrible, en vrai, c'est... Bah, l'Indochine. On s'écarte du sujet, je suis désolé, mais intéressant. Non, parce que l'Indochine, il y avait le même problème avec Mohamed Ali qui avait déserté pour les raisons que tu as énoncées. Qui disait que... Aucun Vietnamien m'a traité de sale noir. Ouais, bien sûr. Qui est pas vraiment une phrase de lui, qui est une phrase d'un proche de Elijah Mohamed, donc de la Black Muslim, qui lui a dit ouais, attends, ils t'ont jamais traité. Il a dit oh, bonne vanne. Tu vois, après il l'a ressorti. En parlant de Mohamed Ali, tu as regardé un petit peu des vidéos qu'il a faites parce que c'était un énorme punchliner. J'ai notamment regardé un documentaire que je conseille à tous sur Arte, là, qui est en replay, en 4 épisodes de 1h30 chacun. Exceptionnel, franchement, je vous invite à le voir. Il était super marrant. C'est-à-dire que t'entends des fois en interview, c'est incroyable. Et en termes de musique, ouais. Pour moi, et vous, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire, il y a un courant qui dit que c'est lui qui a inventé le rap. Et dès que je dis ça, tout le monde se fout de ma gueule, j'ai la rage. Bah, mais parce qu'en fait, si tu mets un beat sur comment ces poèmes,
eh ben ça ressemble un peu à du rap, quoi. Tu vois, et il y a un Américain, en fait, un peu un illuminé qui a une thèse aux États-Unis sur ça. Il dit ouais, c'est Mohamed Ali qui a inventé le rap, et tout le monde se fout de sa gueule parce que c'est pas vraiment vrai. Mais moi, je pense qu'il a influencé, en tout cas, le début de cette. Comme le gospel un peu, tu vois, qui inspire. Enfin, t'entends toujours une voix après, ça rentre dans la tête. Et, mais tout inspire tout, en fait, quelque part. Tu vois, c'est le rap converge plusieurs musiques. Oui, c'est ça, quoi. Même si le rap aujourd'hui, là, j'étais à Marseille et j'écoutais tous les soirs. Moi, je très organisé. La chicha. Non, c'était pas très organisé. C'était des mecs que je connaissais pas qui faisaient du rap. Et il parlait du cartel de Sinaloa. Tu vois, et moi je venais de voir un documentaire sur cette violence incroyable du cartel de Sinaloa, et je dis attends, mais c'est pas cool, quoi. Et les jeunes, ils sont là, ils rappent, et donc t'as des enfants qui disent ouais, cartel de Sinaloa, tu vois. Mais les gars, c'est pas cool le cartel de Sinaloa, ça fait peur, quoi. Ils butent beaucoup de civils. Mais ils butent beaucoup de civils, ils coupent des têtes, enfin c'est comme des narco-terroristes presque, on va dire, tu vois. Et justement, il y a un peu aussi un mythe avec Pablo Escobar, comme si c'était un rockstar, quoi. Ah ouais, franchement. Che Guevara, enfin l'équivalent de Che Guevara, alors que. Ouais, alors que c'est un vendeur de drogue, quoi, tu vois. C'est un bicraveur, en fait, tu vois. Alors, il y a un truc, je pense qu'on a tous un peu, il y a toujours un peu de. Pas un fantasme, mais un. Idéalisation. Ouais, d'un parcours. Pourquoi on aime bien les serial killers? Ça nous intrigue. Enfin, on aime bien. Non, mais on aime bien regarder les documentaires. On observe. Merci. Et on trouve ça ouf. Oui, on va pas te mettre dans la sauce. Voilà, merci. On trouve leur parcours incroyable. Voilà. On est fasciné par les documentaires sur les serial killers. Ouais, Dupont de Ligonnès, tout ça. Ouais, les mecs, Guy Georges, les films sur le silence des agneaux. Le silence des agneaux. Et le film est incroyable, tu vois. Mais c'est un serial killer. Et on est un peu fasciné des fois. Et je pense qu'on a cette même fascination sur les gros trafiquants de drogue. Ouais, Scarface, Tony Montana. Ouais, Scarface, qui est... sur des personnages surnaturels, quoi. Des mecs qui ont des parcours... Mais ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Le parcours de Tony Montana, c'est un blédard qui arrive aux États-Unis et qui fait fortune. C'est le rêve américain, tu vois. C'est le rêve de tous les mecs du bled qui arrivent ici. Mais bon, il y a quand même une fin qui est quand même tragique. Tu vois. Ouais, parce qu'il a un coup de conscience d'un coup bizarre. Là. Putain, il tue Manny, il tue son frère. Enfin, son beau-frère, du coup. Ouais, son futur beau-frère. Moi, je parlais plus de la scène où il veut pas tuer le mec parce qu'il y a les enfants qui rentrent dans la voiture. Bien sûr. En fait, c'est sa morale qui. Et c'est là, genre, la conscience d'un coup. C'est le seul moment. Il devient un mec bien. C'est le seul moment où il se dit, attends. Quand même, j'ai pas tué le gosse. Quand même. On avait dit pas la femme et les enfants. Alors que le mec, il vend des millions de tonnes de drogue. Ouais, tu vois, mais c'est forcément il y a des gamins qui se droguent. Donc lui, Du coup, le personnage est complexe. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce film. C'est pour ça que c'est un film qui a vachement bien marché, même si au début, je crois, ça a été un peu un bide. C'est ça. Et c'est devenu culte, en fait. Et pareil, très bien doublé aussi en français. C'est-à-dire que nous, la plupart, on l'avait en français. On l'avait en français. La VF est ouf, la VF est ouf. Mais il y a beaucoup de films comme ça, là, qui nous ont un peu bercés. Et même des films ou des séries qu'on a, comme Les Sopranos. Ouais. Tu vois que bon. T'as envie de manger des pâtes avec Tony, quoi, tu vois. Même tu vois Tony qui est une crapule. Ouais, c'est en vrai. Mais tu l'aimes bien, c'est complexe, quoi. Ouais, il y a des moments où il arrive des galères. Ouais. Et des moments où il arrive des galères, t'as envie d'être. Mais t'es avec lui. Quand il y en a un qui meurt dans la série, tu sais, quand Furio. Faut pas peut-être spoiler, mais. Ah oui, je dis rien. Mais des fois, il y a des personnages, ils ont des galères. Je pense que tout le monde connaît. Hein, mais t'as mal, quoi. Ouais. Pour eux, quoi. Et tu vois, quand les gens ils me parlent de séries, ils me parlent de Casa de Papel, j'ai envie de m'énerver. J'ai envie de leur dire, concentrez-vous sur la base. Oui. Tu vois, Les Sopranos, The Wire, Breaking Bad et Boardwalk Empire. Narcos, t'as pas... Si, j'aime bien, j'ai bien aimé. C'est très récent, c'est pour ça. Ouais, c'est plus récent, j'ai bien aimé quand même. C'est bien, c'est bien Narcos. Tu vois. C'est un peu drôle, je trouve, c'est marrant. Enfin, il y a une écriture un peu humoristique, dans la voix off notamment. Non, mais moi j'ai bien aimé Narcos. Hein. Ouais, donc tu recommandes les classiques Sopranos, The Wire. Ouais, c'est génial. Et alors, juste pour aussi, on va terminer sur ton actu récent. Donc il y a le spectacle. Radio, Il y a le spectacle, donc on a parlé, qui joue à l'Apollo et dans toute la France. Ouais. Mais surtout maintenant, t'es un mec de France Inter. Ouais, j'ai percé. Comment ça s'est fait? Bah en fait, à la base, moi j'étais dans les 30 Glorieuses. C'est ça. Donc avec Yacine et Thomas et Binge. Ouais. Donc on s'est marré, hein, franchement, on s'est marré pendant 3 ans dans cette émission. Et au bout de 3 ans, l'émission s'est arrêtée. Et donc moi, j'avais plus envie de faire de chronique, tu vois.
Et ça avait vachement bien marché. C'est vrai que c'est là où, tu vois, j'ai commencé à remplir les salles et tout. Et en fait, France Inter, donc c'est Guillaume Meurice qui est venu au spectacle. Et après, qui m'a proposé une invitation comme ça pour venir, pour faire un peu de promo, quoi. Déjà, c'est sympa parce que nous, on n'a pas d'attaché de presse. Donc, en fait, on n'a pas de presse. Vu qu'on n'a pas d'attaché de presse, c'est comme ça que ça marche en France. Et il n'y a pas de... À part toi, David, qui avait fait un article. Ouais. Hein? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ouais. Mon premier article, d'ailleurs, c'est toi. Ouais, Ouais, je te le dis. Le premier... Non, après, il y a Rossana de Télérama. Ouais. Et en fait, ça s'arrête là. Ouais. Tu vois, j'ai pas eu... moi, j'ai fait qu'il y avait l'article avec toi, c'était qu'à l'époque, j'avais vu... En fait, c'est juste l'affiche de ton spectacle. Oui. J'avais pensé à Do the Racing de... C'est ça, c'est un... de Spike Lee, donc du coup, ça m'a tapé dans l'œil direct, et je sais pas, j'ai eu un truc, j'ai dit, putain, faut que j'aille voir ce mec-là. Ouais, tu vois, c'était une belle, c'était une belle affiche. C'est bien vu, je t'avais vu au théâtre de 10h. Ouais. Mais c'est vrai que donc, t'as pas beaucoup d'articles, et donc en fait, pour toi, avoir une tribune sur France Inter, c'est super. Moi, il m'invite en tant que humoriste, en fait, il me propose, et en fait, ça se passe vachement bien. Et déjà, ils me mettent hyper à l'aise. Franchement, ils sont gentils, quoi. Hein. C'est dans Par Jupiter, moi. Ouais. Donc, quand j'arrive, ils me disent, en gros, voilà, on adore ce que tu fais et tout. Donc, déjà, quelqu'un qui te dit ça dans une émission, toi, t'es là, tu dis, oh, ça va, non, je suis bien, pas besoin de stresser parce que ça stresse un peu. Il y a 1 million, je sais pas combien d'auditeurs, 1 300 000. C'est une des émissions qui marche le plus, quoi. Et en fait, après ça, du coup, on a sympathisé un peu. Ils m'ont proposé une carte blanche. Et je fais une carte blanche qui marche bien. J'en fais une deuxième. Et après, ils me disent si tu veux venir. Combien de temps après l'émission? Une semaine après. Direct. Alors qu'au départ, t'es juste invité presque. Je suis juste invité, moi. Ouais, je suis juste invité. Après, direct, ils me proposent. Et ça marche bien parce que j'ai fait 3 ans de chronique aussi. Ouais, donc il y a. Je suis rodé, j'ai pas peur de l'exercice. Je veux dire, la greffe, elle a bien pris. Je veux dire, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Moi, bon, en fait, on n'a rien à voir, mais déjà, on a pas mal, en fait, pas tant que ça, tu vois. Ça dépend, en fait. Dans chaque média, tu vois, on peut. Et en fait, moi, la seule condition que je demande, c'est, voilà, on regarde pas le texte. Vous découvrez en même temps. En direct. Voilà. Et c'est la seule condition. Tu vois, parce que j'ai envie d'abord, moi, de faire rire les gens qui sont autour de moi. Ce que je faisais sur Radio Nova avec Yacine et Thomas, d'abord, je veux les faire rire avec le régisseur. C'est vous d'abord, le public. Ouais. Et ben là, c'est pareil sur France Inter. D'abord, le public, c'est les gens qui sont dans le studio. Donc, j'ai envie de les faire marrer. Donc, j'ai envie qu'ils soient un peu surpris par les vannes. Et après, ça marche. Ça marche. Si ça marche pas, bon, on en refera une autre la semaine d'après, quoi, tu vois. Mais t'as compris tout ça. Ça. Non, mais c'est justement, est-ce que ta perception de France Inter a évolué? Parce que à l'époque, quand ils viennent te contacter, pour toi, c'est quoi France Inter? C'est une radio que t'écoutes? Alors, c'est une radio que j'écoute pas. J'écoute pas la radio, en fait. Tu vois, mais au même titre que Radio Nova, ça représente pour beaucoup de monde quelque chose de... C'est la radio qui a fait découvrir tout le monde, en fait. Oui. Pour moi, Radio Nova, tu sais, j'habitais à Vichy, quoi. Donc, moi, tu vois, j'écoutais pas Radio Nova. Et quand j'arrive France Inter, pour les gens, je sens que c'est un truc important. Je sens que tout le monde me félicite et tout. Et moi, je suis un peu... Je dis, ouais, France Inter. RMC, pour moi, c'était pareil, tu vois. Tu sais, pour moi, c'est Arte. Moi, c'est Arte, le truc que tu vois, pour moi, où il y a, en France, le média un peu, je trouve, le plus qualitatif, Arte, et après, je dirais Public Sénat, sur la 13, parce qu'ils ont d'excellents docs que je vous conseille. Oui, des soirées documentaires avec des débats et tout. Extraordinaire sur l'histoire et tout. Enfin, bref, c'est trop bien. Et quand j'arrive là-bas, bah, moi, je suis ni blasé, ni impressionné, tu vois. On s'en fout, quoi. De toute façon, ça n'a aucune incidence sur la vie, tu vois. Et tout le monde en a rien à foutre de que toi, t'es sur France Inter, toi, t'es sur Canal. Le monde s'en fout. C'est le microcosme qui s'en fout pas, mais le monde entier, en fait, on a rien à foutre, quoi. Si tu bides ou tu fais un carton, ça n'a aucune incidence, quoi. Mais c'est comme pour le stand-up, t'as abordé les deux de la même façon, genre j'essaye et voilà, quoi. Avec le détachement, je crois que c'est le mot qui revient souvent, c'est le détachement. Parce que quand tu commences à te mettre une pression sur un truc, en fait, ça va pas marcher. Tandis que si t'arrives détaché, ben, tout de suite, tu joues, tu vois. Je sais pas, c'est comme dans le sport, quoi. Je pense que si t'arrives, tu te mets trop de pression, tu vas courir à 2 à l'heure. Mais si t'arrives un peu détaché, Zizou en 2006 contre le Brésil, tu vois, où il arrive, tu vois, il flotte, en fait. Mais tu sens qu'il s'amuse.
Pour moi, le premier truc le plus important, c'est j'arrive, attends, j'ai envie de m'amuser, quoi. Ouais. Tu vois, ça marche pas. En fait, ça, c'est plus mon problème, quoi. Tu vois. Et du coup, ça t'a apporté un nouveau public dans des spectacles ou t'as pas vu de différence? Je me rends pas. À la fin, je demande par applaudissement parce qu'il y a le public est un peu mélangé, quoi. Tu vois, j'ai pas trop de jeunes. Tu vois, les 18 ans, là, je sais pas, ils viennent pas, ces petits bâtards. Mais ouais, ils sont sur les réseaux. Et ils sont chiants parce qu'ils veulent pas venir. Ils écoutent pas la radio. Mais ouais, ils écoutent pas la radio, je pense. Et j'ai à partir de 30 ans, de 30 à 50, en gros, la moyenne d'âge, un peu de tous les types, quoi. Tu vois. Des fois, les auditeurs de Nova, je les reconnais. Direct, par le look vestimentaire, hyper hype, tu vois. Tu vas aller sur les réseaux sociaux un peu plus. Tu vas commencer à attaquer le sujet. Parce que là, tu le fais petit à Insta, petit. Twitch. Ouais. Est-ce que c'est des trucs qui te... Twitch, je sais pas c'est quoi déjà. C'est comme une télé en fait privée, quoi. Qui diffuse des émissions ou des gens qui jouent aux jeux vidéo en live. C'est des supports sur moi qui se développent actuellement. J'aimerais bien m'intéresser un peu plus aux réseaux sociaux parce que pour moi, il y a deux solutions. Soit tu es produit par une grosse machine, donc avec attaché de presse et tout le bordel derrière, et t'as pas besoin de donner beaucoup de contenu parce que tu auras un mec qui s'occupe de ta stratégie marketing de je sais pas quoi, tu vas être invité partout, c'est cool. Quand tu es en indé comme moi et plein d'autres, on est obligé en fait de se servir de cet outil-là parce que c'est un outil de communication qui est incroyable, quoi. Et Est-ce que c'est important pour toi d'être indépendant ou c'est juste venu comme ça pour moi, c'est mon avis, hein, oui. Mais c'est vital en fait quand tu es dans l'artistique, surtout dans l'humour, c'est très important d'avoir une forme d'indépendance. Je dis pas que quand tu es produit, tu n'as pas d'indépendance parce que des fois, ça peut hyper bien se passer avec un producteur. Dans ce cas-là, c'est cool, tu vois. Mais pour trouver le bon producteur avec qui ça matche bien, qui te laisse une liberté totale, c'est quand même pas simple. Donc nous, on n'a pas eu, je t'avoue, 1000 propositions intéressantes. Donc du coup, à un moment donné, tu regardes, tu te dis bon, on va se concentrer sur nous, on va essayer de faire. Je suis pas tout seul, on est deux. Hein, j'ai mon associé et mon co-auteur, donc Mounir Souci, avec qui on fait tout, quoi. Mais l'indépendance, quand même, tu vois, si j'ai pas envie de faire une date, j'y vais pas. Si je veux jouer à tout prix dans une ville, je me démerde pour y jouer. C'est quand même cool, tu vois, comme modèle économique. Et puis tu gagnes mieux ta vie aussi. Enfin, mieux. Si ça marche, tu peux gagner mieux ta vie parce que du coup, l'oseille est en partie pour toi et bien sûr pour l'État français car on est taxé à 33% impôt sur les sociétés. Mais avec plaisir, voilà, si on peut participer. Oui. Si ça donne la carte vitale, si t'as une rage dedans, ça peut servir. Mais c'est ça. Tu sais, l'autre jour, je voyais les trucs qui partaient et je disais ouais, mais attends. Moi, j'ai bénéficié pendant des années des bourses. Je faisais du catamaran, j'avais pas une thune. Tu sais, avec le centre socio-éducatif et tout. Attends. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, voilà. Mais 33, quand même, c'est beaucoup. Alors, et juste pour la suite, c'est quoi les projets à part le spectacle et tes chroniques sur France Inter? C'est que ça. Pour l'instant, c'est-à-dire que moi, je fais année par année, quoi. J'ai pas de projet sur le long terme. Le cinéma, non. Tu vois, c'est pas pour l'instant, en tout cas, c'est pas un truc qui m'intéresse, surtout l'acting et tout, je sais pas faire. Même pour réaliser un scénar, Non, écrire peut-être une histoire. C'est un truc qui m'intéresserait peut-être plus. T'as commencé à écrire un peu des trucs? Non. T'as des idées? Je veux dire, tu t'aimerais bien? Un jour? Un jour, je me ferme pas la porte, mais c'est pas tu vois, un projet, quoi. Moi, le projet, c'est le remplissage de la salle à l'Apollo Théâtre et dans la tournée et essayer de m'amuser au maximum dans les chroniques. Et on va faire ça jusqu'à juin, tu vois. Voilà. Et après, voilà, peut-être le projet, un deuxième spectacle, parce que ça fait 3 ans que je tourne celui-là. Hors Covid. Tu sens que tu as besoin enfin, pas de réécrire, mais je veux dire, repartir sur un autre. Une page blanche. Ouais. Au niveau du style aussi, tu veux évoluer par rapport au style? Ça, je sais pas trop. Ouais. Ça va dépendre de comment les textes et tout. Mais il y a plein de sujets, tu vois. Stand-up, c'est-à-dire un peu plus d'actu, plus de actu, oui. Sociétal. Ouais, plus des questions sociétales qui m'intéressent sur, tu vois, tout ce qui est. Parce que le premier spectacle, c'est aussi une présentation un peu de quitter, c'est un peu centré sur toi quand même. Et alors que par exemple les chroniques, c'est plus centré sur la société, quoi. Un peu comme fait Bill Burr, il parle de lui, de sa vie, de sa famille. Ouais, des fois il rentre dans son système, il ressort. Partir de l'intime pour ensuite aller dans un truc plus sociétal, quoi. Et plus, sans être bien sûr dans la conférence, quoi. Qui est ça, qui est un cauchemar pour moi. Le fait de parler, d'adresser un message,
mais sans faire rire. Tu vois? Tu peux adresser un message et je trouve ça cool, mais il faut quand même. Faut qu'il y ait une chute à la fin. Ouais, il faut que ce soit marrant quand même, tu vois. C'est quand même notre rôle. Joe. Pourquoi Jamil le Schlag? Ça vient de quoi ce nom? Ouais, c'est bête. Hein. C'est un surnom que j'avais quand j'étais jeune. Mais chez nous, le schlag, ça veut pas dire la même chose qu'ici. Ici, c'est le drogué. Ouais, c'est un peu le drogué. Nous, le schlag, ça venait un peu du drogué, mais un peu du clochard, mais un peu du mec qui est un peu hors société, quoi. Tu vois, qui est un peu marginal. Tu sais, le mec qui marche tout seul dans la rue. Et quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être un peu. Maintenant, ils vont dire, il a un TDA, un trouble de l'attention. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de diagnostic. Donc, on disait, il est con, cet enfant. Et j'étais un peu dans la lune, quoi. Et il dit, ouais, regarde, le schlag. Et c'est comme ça que c'est. D'accord. C'est arrivé. Donc, et je l'ai gardé parce qu'en fait, j'avais pas envie de. Tu vois, de donner mon nom de famille, tu vois. En plus, il était un peu complexe. Donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre un nom de scène un peu rigolo, quoi. Phonétiquement, quand tu écoutes Jamil le Schlag, tu dis, peut-être je vais voir son spectacle. Non, je sais pas. Oui, c'est vrai que ça sonne bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bah, merci à vous pour l'invite. C'était génial. J'ai passé un super moment. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on rappelle tes actus, donc spectacle qu'on peut voir à l'Apollo Théâtre à Paris et en province. Ouais. Allez sur ses réseaux sociaux, vous trouverez toutes les infos. Il y a tout. Et aussi, si vous voulez découvrir, très bon moyen, c'est les chroniques sur France Inter, dans Par Jupiter, c'est ça? Ouais, exactement. Tout un mardi sur deux. Un mardi sur deux. Un mardi sur deux, entre 17h et 18h, mais en replay. En replay sur tes réseaux réseaux sociaux. sociaux. De toute façon sur les réseaux. Voilà. C'est facile à trouver, quoi. Bah, super, merci Merci d'avoir été avec beaucoup. nous. Merci à vous. Merci. C'était Au revoir tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Le Pitch Club.